va cet après-midi se pencher sur des sujets tout autant sérieux, notamment l'open source. Alors je vais poser un petit peu le contexte avant de présenter mes invités, parce que comme ce matin, moi, je vais être à la fois maîtresse de cérémonie, mais aussi modératrice pour ce panel. Alors, comme on le sait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est présente vraiment dans tous les domaines, notamment elle façonne l'économie, la recherche, les politiques publiques. Par contre, il subsiste un petit souci qui est l'accès à cette IA, donc qui reste profondément inégal. On a des ressources qui sont rares pour certains pays, on a une concentration des données dans certains endroits et on a encore la dépendance technologique. Donc, ce qui fait que comme on est dans un forum méditerranéen, on le sait tous, de nombreux pays, notamment du sud de la Méditerranée, se retrouvent exclus de la production et de la maîtrise des outils de l'IA. Et pour ça, il y a quand même une réponse assez intéressante qui est l'open source, qui apparaît comme une vraie voie d'émancipation. Aujourd'hui, on peut dire que le code, les modèles, les savoirs sont désormais accessibles à tous grâce à l'open source, qui favorise la mutualisation justement de ces ressources-là et qui favorise le partage des compétences, la co-création pour faire face aux défis des pays. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 30 minutes avec mes invités pour discuter un petit peu de cela et puis profiter de leur expertise pour nous expliquer comment l'open source peut faire tout cela, ou comment elle peut contribuer du moins à bâtir une IA plus accessible, plus inclusive. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Michel-Marie Maudet, vous êtes directeur général de l'Inagora, le leader français de l'édition de logiciels libres et qui propose des alternatives numériques aux géants technologiques. Bonjour, merci. Emin Salah, qui est fondateur de Fenetech, et c'est une start-up canadienne qui est spécialisée en solutions IA, ainsi que Jazairiya, avec le jeu de mots de l'IA, le premier incubateur privé IA en Algérie. On a Emma Picard, qui représente Digital Africa auprès de l'Union européenne. C'est une organisation qui investit dans les startups numériques dans tous les secteurs en Afrique et qui les accompagne également. Et puis, Khald Erdila, donc vous êtes ingénieur en hydraulique, ingénieur de spécialisation en informatique et mathématiques appliquées et docteur en intelligence artificielle. Voilà, on a un panel très large avec des expertises complémentaires, différentes et complémentaires. Et donc, on va essayer de partager un maximum d'informations. Je vais peut-être commencer par vous, Michel-Marie Maudet, puisque vous défendez depuis des années cette vision souveraine, ouverte du numérique. Est-ce qu'on peut déjà expliquer peut-être très rapidement comment le partage des ressources, et là on parle des données, on parle des modèles, on parle des infrastructures, comment ce partage peut réduire la dépendance technologique, comment il peut favoriser la souveraineté numérique méditerranéenne, puisque c'est là l'essence même de la question aujourd'hui de l'open source. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'open source est un sujet très vaste, et tu l'as rappelé en introduction, ça existe depuis, moi ça fait à peu près 40 ans que j'en fais sur le domaine du code. Et effectivement, se pose la question dans le domaine de l'IA générative, finalement, ça repose et ça re-challenge en fait finalement cette question de l'open source, puisque globalement, tous les modèles que vous pratiquez aujourd'hui qui se disent en fait open source ne le sont pas réellement, si on veut se dire les choses. En tout cas, dans la philosophie en fait initiale de ce qu'on appelait le logiciel libre, au sens de la Free Software Foundation, puisque globalement, très rapidement, je rappelle une définition sur le logiciel libre. Pour pouvoir définir en fait un logiciel pour qu'il soit libre, c'est que vous ayez en fait avant tout accès à l'ensemble de la recette de construction de ce logiciel libre, et du coup du code source et de toute la mécanique de construction. Et tous les modèles en fait d'IA que vous connaissez, alors ceux qui sont très loin, des modèles comme DeepSeek, des modèles en fait comme Llama, ou plus proches des modèles en fait aussi comme Mistral, se disent en fait open source. Mais il manque quand même quelque chose en fait extrêmement important. Et nous, on les définit comme modèles à poids ouvert et pas réellement open source, puisque nous n'avons pas accès aux données d'entraînement. Donc quand on parle en fait d'avoir des IA transparentes, responsables, plus inclusives, il me semble très important en fait d'avoir connaissance de comment ces modèles ont été entraînés. Et donc dans ce sens-là, nous on développe au travers d'une communauté qu'on a lancée en France, donc qui s'appelle OpenLM France, mais qui aurait tout à fait vocation à s'étendre plus largement ici, en fait, sur vraiment tout le pourtour méditerranéen, où, au-delà de la recette de construction du modèle, on publie aussi les données d'entraînement. Donc c'est possible, donc c'est très compliqué, puisque globalement, pour entraîner la première version de notre modèle, il nous a fallu à peu près 14 mois, et donc on a passé 10 mois en fait à récolter, analyser les licences de ces données, de façon à pouvoir les publier,
puisque forcément, ces modèles, pourquoi ils ne publient pas leurs données? C'est que dans beaucoup de ces cas-là, en fait, ce sont des données qui ne respectent pas le droit d'auteur, qui ne respectent pas les réglementations, et ça pose en fait un véritable problème. Donc nous, on se positionne pour développer des modèles donc réellement open source, hein, je suis obligé de préciser réellement, c'est-à-dire avec les données d'entraînement en fait publiquement disponibles. Par contre, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il n'a peu l'évolution extrêmement rapide en fait de l'IA générative aujourd'hui, elle bénéficie quand même de cette logique de construction de communs numériques, puisque des modèles comme DeepSeek, des modèles comme Mistral, des modèles comme Llama apportent finalement une technologie incrémentale. Et donc globalement, tous les modèles font du raisonnement aujourd'hui, parce que DeepSeek, au début de l'année, a sorti en fait un modèle avec la recette de construction. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, et c'est la beauté en fait effectivement de ce mouvement de l'open source, mais attention quand même à la définition sur le cœur du modèle entre les modèles à poids ouvert et réellement ceux qui sont open source avec données d'entraînement accessibles et publiquement disponibles. C'est important de connaître un petit peu cette différence qui est certes imperceptible, mais qui est très importante en termes en exécution. Alors, Amine Salah, justement, Michel Marie nous explique un petit peu l'importance de ce partage des ressources, que ce soit complet ou avec modèle d'entraînement ou pas. Alors, dans des pays comme la Tunisie, comme l'Algérie, et en partant de votre expérience en tant que start-upper, comment est-ce que vos startups ou nos petites startups peuvent bénéficier des ressources ouvertes, notamment pour réduire cette dépendance technologique? À main levée, parmi vous, qui a une carte de crédit? Je participe. Ok. C'est pas toujours le cas un peu partout dans la région. La difficulté, c'est d'avoir accès au modèle, c'est d'avoir accès à des serveurs, c'est d'avoir accès à du Microsoft, à du Azure, etc. Ça coûte cher. Les modèles économiques européens sont basés sur le mode de vie européen, américain, etc. Le modèle économique n'est pas sustainable, que ce soit en Algérie ou le reste de l'Afrique. Donc, ils n'ont pas le choix que d'aller vers de l'open source comme premier choix. Parce que économiquement, ce n'est pas viable de faire ça autrement. Maintenant, on a un deuxième challenge, c'est les data centers. Il n'y en a pas autant dans la région. Et pour ça, il y a toujours un système D quelque part. Donc, soit c'est des data centers qui sont à travers des entreprises, soit avoir C'est sa des propre... c'est des Comment? mini-centres? C'est Oui, quoi? Ok. oui, il y a des data centers, quelques entreprises qui ont des data Locaux, centers ouais. qui n'ont absolument rien à voir avec un data center de Azure ou de Microsoft, mais qui est viable, surtout pour déjà la donnée qu'on a localement, mais aussi pour l'économie. Donc nous, ce qu'on a fait à Jazeera, c'est qu'on a notre propre architecture, on a 35 GPU et 3 serveurs qui sont en local pour les startups qui sont incubées chez nous ou bien des entreprises qui veulent utiliser notre architecture. On fait aussi des partenariats avec des entreprises qui ont leur data center et on essaie de faire comme un bassin ouvert pour que les entreprises puissent utiliser ces modèles-là. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce que vous dites par rapport à l'open source, c'est pas gratuit. Et C'est pas 100% ouvert, surtout. c'est impossible. C'est impossible parce que pour faire rouler correctement la machine, il faut qu'il y ait des gens qui supportent, faut qu'il y ait une vision commune. Et pour ça, c'est les grandes entreprises qui investissent pour pouvoir faire fonctionner tout ça. L'open source est là pour, je pense, faciliter l'accès en entrée. Donc les gens vont se mettre sur la technologie. Mais plus tard, pour scale, il faut toujours payer à quelque part. On verra après pour scaler comment ça peut marcher. Maintenant, j'essaie un petit peu de faire le tour pour que chacun puisse comprendre un petit peu quel est le rôle de chaque partie, que ce soit des entreprises qui militent pour l'open source, soit des startups qui essaient quand même d'exister, entre guillemets, dans cet océan. Juste, je vais peut-être finir par la partie recherche, effectivement, parce que on n'y pense pas beaucoup, mais la recherche universitaire dans l'IA, elle est très importante. Donc, quelle est sa place? Quel rôle elle peut jouer dans la création d'un écosystème? Et là, donc, focus sur l'open source régional. Donc, quel est le rôle de la recherche pour faire avancer cela? Alors, sans recherche, il ne peut pas y avoir un écosystème de tout ce que vous voulez dans tous les domaines. Voilà. Donc, pour être le code du jour. Voilà. Donc, si vous voulez, chaque technologie, chaque début de chaque technologie démarre avec de la recherche. Alors, que ce soit la recherche dans un laboratoire ou la recherche dans une entreprise. L'idéal, c'est d'avoir les deux. En Tunisie, on n'a pas forcément ça.
on a toujours un problème avec ce fossé entre l'académie, le monde de l'académie, le monde académique et le monde de la recherche. Il y a quelque temps, c'était le cas aussi en France. Quand j'avais fait ma thèse là-bas, c'était comme ça. Ça continue un peu en France, hein. Donc, ça marche très bien dans les pays asiatiques, par exemple en Chine, etc. Mais en Tunisie, on milite pour vraiment casser ce fossé. Et si je mets la casquette Afrique, puisque je suis vice-président du Conseil africain de la recherche scientifique et l'innovation, c'est encore pire. Donc, les gens travaillent bien dans le domaine de la recherche, mais tout ce qui est prêt, ils le prennent tout près du monde occidental ou des États-Unis. Et ça, c'est pas bon du tout. Je vais arrêter là parce que je vais reprendre par la suite ou je continue ou... Alors, on va essayer, après on y revient. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir comment, effectivement, casser la barrière, mais aussi, vous avez parlé de le monde académique et scientifique, donc recherche, mais aussi avec le monde entrepreneurial, parce qu'il y a une troisième barrière, en fait, dans tout ça. Mais on y reviendra. Alors, juste pour des cas concrets, peut-être, on passe un peu côté terrain. Emma, donc vous représentez Digital Africa et qui soutient, justement, de nombreuses approches open source sur le continent africain. Notamment, il y a un projet qui s'appelle AI for Startups Project. Donc moi, j'aimerais en savoir davantage, mais très rapidement aussi. On est en mode accéléré aujourd'hui. Sur ce projet, mais aussi sur la possibilité de sa duplication dans d'autres pays du continent ou du bassin méditerranéen. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Déjà, merci à Expertise France et à la Tunisie pour cet événement. Et du coup, pour répondre à la question, nous, chez Digital Africa, on est investisseur, donc je vais avoir cette casquette d'investisseur. On a un projet avec Expertise France qui s'appelle AI for Startup, qui organise des hackathons. On est au 5e hackathon sur le continent africain. Il y en a 8 à réaliser dans la durée de ce projet et on utilise l'open source. En fait, l'open source est central dans ce projet puisque ce qu'on essaye de faire, c'est de connecter les startups de notre portefeuille qui sélectionnent un set de données qu'on filtre parce que la donnée, ça a de la valeur et qu'en fait, on ne peut pas demander à des startups de donner de la donnée gratuitement. Il faut aussi avoir conscience de ça. Donc, il y a certaines données qu'on ne divulgue pas. On décide avec la startup et on la met à disposition de plusieurs profils techniques. Je peux dire qu'en moyenne, on peut avoir jusqu'à 700 personnes lors de ces hackathons. C'est énorme. Ça veut dire que c'est quasi plusieurs années de travail en une session très courte. Et ça permet, grâce à l'open source, de générer de la valeur pour la startup. Si on réfléchit à ce modèle par rapport à la Méditerranée et aux besoins des startups et plus largement aux besoins de collaboration qu'on a sur ces sujets tech, en fait, on peut se dire que le changement d'échelle, c'est certes la recherche, mais aussi c'est de se dire qu'il y a besoin de données. Et en fait, les startups n'ont pas nécessairement envie toujours de tout donner quand elles commencent à créer. Si on est dans un pourcentage. Je n'irai pas sur la question, mais des données, il y en a. Il y en a dans des grandes entreprises, on en parlait. Il y en a dans des agences publiques. On a déjà des collaborations, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste qu'il faut en faire beaucoup plus. Et en fait, il faut permettre que ces données, justement, qui sont par des agences publiques, puissent être mises à disposition de ces startups, de ces collaborations, pour qu'on génère de l'open source et qu'on puisse travailler mieux. Voilà, c'est ça que je dirais pour la Méditerranée, le défi sur lequel on peut se positionner tous ensemble. Il y a pas mal quand même de petites barrières comme ça, même implicites, même transparentes, qu'on ne voit pas trop, pour accéder à ce fameux Graal de l'open source pour tous, pour tout le monde. Je reviendrai vers vous, Khald Rdila, par rapport à justement comment est-ce qu'une fois cette peut-être barrière entre l'académie et la recherche tombe, comment est-ce qu'on peut renforcer ces écosystèmes en fait, de formation, de recherche, d'innovation, d'expérimentation collaborative autour de l'IA libre, particulièrement en Méditerranée. Comment est-ce qu'on avance ensuite? Avant de répondre à votre question, dans le titre, je vois open source. Ce n'est pas suffisant. Il faut open source et open compute. Parce qu'avec le source tout seul, on ne peut rien faire, surtout dans les pays en voie de développement ou dans les pays, on va dire, pauvres. Ce n'est pas possible. On a l'open source, d'accord. On a le code. On peut faire ce qu'on veut avec le... Oui, mais la machine qui est derrière... On n'a pas de ressources. Vous savez que 70% des moyens de calcul qui sont assez puissants figurent dans 2 régions, la Chine et les États-Unis, même pas l'Europe. Donc, si vous voulez, si on donne à la Tunisie ou d'autres pays méditerranéens le code source, l'open source, c'est comme si on n'a rien fait.
Il faut l'open compute. Ça peut pas être une première étape? Il faut que ça aille dans le Mais même, non, ça sert à à la rien. même vitesse. Vous me donnez le code. Et puis après, moi, j'attends 2-3 ans pour pouvoir Utiliser le code. Ben, c'est fini. Dans 3 ans, ça y est, je suis dépassé, moi. À part l'open compute, il y a l'open model aussi. L'open model, monsieur parlait des large language models. Ben, là aussi, le modèle, on n'a pas envie de l'utiliser tel qu'il est. Le modèle, il faut l'utiliser et l'adapter aussi. Donc, si vous voulez, la culture africaine ou la culture méditerranéenne, ça n'a rien à voir avec la culture chinoise ou la culture américaine. Et c'était quoi votre question? Donc, ça y est, j'ai parlé de ça. C'était justement l'étape suivante, je pense que c'est celle-là aussi. Ah bah voilà, une des étapes les plus importantes. Non, voilà, ça y est, je me rappelle. Comment faire pour justement, on appelle ça la vallée de la mort entre la recherche et donc l'entreprise. Ce qu'il faut faire, faire des projets, imposer, ne donner les financements des projets que s'il y a une entreprise et la recherche, et je rajouterai à ça le tissu associatif. Donc ça devrait être une politique, quoi. Voilà. Imposer une politique qui impose justement, qui impose cela. Emine Salah, justement, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit par Emma et par Monsieur Khald, c'est d'un point de vue, alors le point de vue d'entrepreneur, you represent entrepreneurship aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut attirer l'étape? Parce que souvent les jeunes, ils ont envie de travailler sur des plateformes propriétaires et tout. Donc comment est-ce qu'on peut les attirer un petit peu vers l'open source? Comment est-ce qu'on peut rendre ça plus catchy? Non, c'est une blague. On peut pas. On se bat à armes qui n'est pas égale. Donc, c'est pas sexy pour un étudiant de travailler directement sur de l'open source. Ce qu'il veut, c'est un poste chez Google, chez Azure, et on voit cette fuite de cerveau vers ces entreprises-là. Je travaille souvent avec les gens de Google, je travaille souvent avec les gens de OVH ou autres fournisseurs cloud. Il y a des vouchers, ils donnent de l'argent gratuitement. On peut avoir 25 000 $ en crédit cloud assez rapidement, n'importe qui pour l'avoir ici, pour tester sa solution dans des plateformes cloud. Je pense qu'il y a une communication à faire pour un message inverse. Open source is hardcore. Open source, ça va être difficile d'accès, ça peut être compliqué de mettre en place, mais pour un étudiant, il va apprendre toutes les étapes d'un logiciel, toutes les étapes de fonctionnement. Donc pour lui, en termes de compétences, c'est plus enrichissant de travailler sur du open source que sur des solutions comme Google ou autres. La deuxième chose, c'est GitHub. On peut trouver tout et n'importe quoi sur GitHub. Mais ce qui est encore plus intéressant sur GitHub, c'est les contributions. Et on voit le classement des contributions mondiales sur GitHub. Alors, on a les Américains, on a les Danois, on a les Chinois, mais très peu dans le bassin méditerranéen. Les vrais, ils savent. Ils savent que quand vous voulez recruter quelqu'un qui est compétent, la première chose que moi je vais faire, c'est voir son GitHub. C'est quoi le nombre de contributions qu'il a fait? Et c'est ça votre réel CV. Sur un CV, vous pouvez mettre n'importe quoi. Sur GitHub, c'est plus compliqué. Donc, pour moi, la compétence aujourd'hui se mesure sur les contributions GitHub d'un développeur ou autre. Et c'est ce message que moi je véhiculerai. C'est you take what you give. Plus la personne va contribuer, plus elle va recevoir, plus elle va être compétente, plus elle va être reconnue. Et c'est sur ça que je communique. Donc en gros, il faut tester. Il faut mettre la main à la pâte quoi, pour comprendre. 100%. Oui. Je reviens vers vous, Michel Marie-Maudet. Alors justement, là, il y a aussi cette peur de perdre un peu l'ADN en étant dans le partage. Et donc, comment est-ce qu'on garantit la viabilité économique des projets open source sans toucher effectivement à cet ADN? Alors, je voudrais juste tempérer un tout petit peu et puis peut-être rassurer aussi, puisque le ministre m'a permis de... Je l'ai rencontré hier après-midi, le ministre Emissi, et il m'a donné l'autorisation d'en parler en fait publiquement aujourd'hui. Donc j'ai quand même des annonces en fait qui vont peut-être vous faire plaisir. On a des exclusivités? Juste pour information, donc effectivement, on a entraîné un modèle qui s'appelle la BES, donc en fait qui est un modèle voix tout texte et texte tout texte, qui donc du coup c'est donc parler le Tunsi. Donc c'était en fait une réalisation qui a été purement une initiative de nos collaborateurs ici à Tunis, donc une opération 100% privée. Donc on a récolté les données ici sur le territoire.
Et la seule chose donc, qu'il a fallu faire, c'est entraîner donc, sur les GPU en France. Donc effectivement, donc, voilà, donc j'ai exposé ce point-là déjà au ministre. Je lui ai présenté en fait le modèle hier. Et donc, il en ressort deux choses. Il en ressort que on avait développé, peut-être, vous l'avez, il y a une dizaine d'années, l'alliance franco-tunisienne en fait dans le domaine du numérique. Et avec la période du Covid, bon, elle s'est un peu essoufflée. Et j'ai l'impression qu'on a en fait ici, et en tout cas ce forum, j'espère que ça sera en fait une des sorties possibles. En tout cas, le ministre est très favorable à ce que on redéveloppe en fait cette coopération. Donc, avec deux grands axes. Donc, effectivement, l'IA générative et les communs. Les communs numériques, pourquoi? Parce que il y a des communs qui sont développés par l'État français qui pourraient très bien être utilisés et mis en œuvre ici en Tunisie. Et l'inverse est vrai aussi, puisque nous, on développe pour la Poste tunisienne, on développe pour Agir Bank des technologies ici à Tunis qui pourraient très bien en fait intéresser la France. Donc j'en ai parlé hier soir à l'ambassadrice, donc on est en train de monter le fait qu'il y ait une délégation en fait tunisienne qui aille voir notre nouvelle ministre du numérique et la directrice de la DINUM, donc Stéphanie Cher, pour créer en fait une zone de coopération étendue sur ces deux axes. Première chose, et je lui ai parlé aussi des trois composantes dont on a besoin pour entraîner des modèles. Donc on a parlé des GPU, on a parlé de la data. Donc suite à cette première expérience qu'on a fait par nos propres moyens, il est très en faveur en fait de nous ouvrir et de nous aider à aller chercher des données, par exemple à l'assurance maladie ou dans d'autres administrations qui sont effectivement des sources qu'on peut utiliser pour entraîner les modèles. On a très vite, ça s'est passé vraiment, c'est vraiment les informations. Moi, parce que je lui ai présenté aussi la nécessité d'avoir en fait des infrastructures d'entraînement ici. Donc, figurez-vous que j'ai pu échanger ce matin avec le CEO d'Ooredoo, et donc je dois le revoir en fait, je pense demain, pour essayer en fait d'avoir des moyens. Donc, il y aura des GPU qui permettent de faire l'entraînement ici en Tunisie, certainement dès le mois de janvier. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, et par ailleurs, donc sur la troisième dimension qui est les talents, bien sûr, donc le ministre, donc il y a l'ISEN, en fait, il y a l'université libre de Tunis, il y a l'université de Sfax, où il y a des choses qui se passent. Dans les écoles privées, moi je suis en relation aussi avec l'Esprit, il y a en fait aussi des très bonnes équipes en fait aussi dans ce domaine. Je crois que finalement, on a beaucoup de choses en fait là qu'il faut assembler, et j'ai l'impression que ce forum va permettre de mettre cet assemblage en fait en route. Et je trouve que si déjà on arrive en fait à faire ça à l'issue de ces 2 jours, au-delà d'acculturer, de démontrer que c'est possible, ça sera génial. Donc ça, c'est vraiment top. Et alors, je voulais juste réagir. Donc effectivement, nous, on a la chance quand même, sur l'IA générative, comme on sait très bien que ce n'est pas qu'un sujet technologique, mais vous l'avez rappelé, hein, les données formatent, ou en tout cas dirigent les réponses du modèle. Comme ces modèles ne sont pas entraînés, même pas en Europe, et encore moins effectivement sur la zone en fait méditerranéenne, il y a en fait un problème de représentativité des valeurs et de nos cultures. Et ça, je pense que les jeunes ingénieurs aujourd'hui, bien sûr qu'ils ont le rêve en fait de la Silicon Valley, et nous aussi, hein, on nous a piqué effectivement des très très bons ingénieurs. J'en ai un à Seattle en fait chez Azure AI aujourd'hui. Ça arrive, mais quand même, on a une jeunesse aujourd'hui qui veut développer des technologies souveraines, ouvertes, pour développer l'économie et redynamiser en fait les tissus économiques de ce croissant, donc autour de la Méditerranée. Donc oui, c'est vrai, il y a ça, mais moi je vois, ça fait donc l'Inagora, ça a 25 ans. J'ai les enfants des premiers collaborateurs que je prends en recrutement actuellement. Je ne sais pas si vous imaginez, donc je prends une vraie claque, mais il y a une prise de conscience, effectivement, de ce sujet de la souveraineté. Et bon, et là, il faut remercier l'administration Trump parce que c'est notre meilleur VRP actuellement. Voilà. Mais je garde quand même en tête coopération et jeunesse disruptive. Je finis avec un tour de table. Il nous reste à peine 4 minutes, donc 1 minute chacun, pour vous proposer, si vous avez en tête comme ça, un modèle économique et de gouvernance qui garantit la pérennité des projets open source. Alors, Emma, si on devait penser à un modèle économique et un modèle de gouvernance. C'est moi qui démarre. Oui. Déjà peut-être rappeler quelque chose. Utiliser l'open source, c'est garantir la durabilité aussi des projets, parce qu'on parle d'IA, on parle de tech. En fait, la tech, ça part très très vite, vous l'avez très bien dit. Et du coup, si on a envie de créer des outils technologiques qui durent dans le temps, l'open source, ça peut être un vrai levier pour ça.
Donc, il faut en tenir compte dans les projets qu'on fait. Et la gouvernance aussi. Et donc, s'il y avait un message clé à souligner lors de ce forum, c'est qu'en fait, on est au début et qu'il y a encore énormément de travail à faire. On ne peut pas se satisfaire des premières collaborations qui existent entre la recherche, le privé, le public. On a tous un rôle à jouer et il faut aller beaucoup plus loin. La technologie, elle ne nous attendra pas. Non. La jeunesse non plus. Les jeunes se forment et ne nous attendent pas. Ouais. Donc, il faut qu'on crée des opportunités et on a tous une responsabilité à jouer là-dessus. Donc, assembler le puzzle, comme a dit Michel-Marie. Alors, Sirald, pour finir, 30 secondes. Pour finir, je voudrais mettre open en facteur. J'ouvre une parenthèse. Je mets source, plus compute, plus data. On transmet. Voilà. Voilà, c'est noté, c'est tout ce que j'ai à filmé, dire. c'est rapporté. Emine, pour finir, pareil. Un mot, consortium. J'aime beaucoup ce que vous faites avec le modèle que vous êtes en train d'entraîner. Les données en amont doivent être représentatives de la région. Il y a Confiance AI qui existe en France, il y a Confiance IA qui existe au Canada, dont je suis membre du conseil d'administration. Donc avoir un consortium IA autour du bassin méditerranéen ne peut que être un levier pour le développement économique de tout ça. Il faut qu'il y ait de l'argent autour, là. Il faut que ça apporte quelque chose. Et consortium, c'est ce que je dirais. Consortium. Je vous laisse le dernier mot, Michel-Marie. Donc, en une phrase, parce que c'est vrai que j'ai oublié de répondre à votre question. Hein, donc, ce sont des communs, mais ce n'est même pas des communs numériques, ce sont des communs civilisationnels. Et ben, aujourd'hui, dans d'autres secteurs, le secteur public, des fondations font ce travail en fait, de financement de ces communs. Donc aujourd'hui, il y en a des fondations. Il faut être vigilant à ce que ces fondations elles soient basées en fait, en Europe, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les fondations en fait, outre-Atlantique. Donc il faut qu'on trouve, et donc nous, les communs numériques, je le dis, hein, s'il y a des gens qui sont dans ces fondations ou qui nous entendent, nous, c'est des communs. Moi, je suis prêt à les apporter à 100%, les datasets, les recettes d'entraînement, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, dans une fondation qui permettra en fait, d'ouvrir en fait, la gouvernance et de pérenniser en fait, ces investissements. Militant de l'ouverture. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions.